Donc on se retrouve ce soir pour le lancement de ton roman Pierre le chasseur et le loup, euh, qui, euh, qui est disponible à la prévente dès aujourd'hui. Donc on va un peu revenir sur le livre, un peu sur l'histoire, etc. Donc Pierre le chasseur et le loup, c'est un petit livre d'une centaine de pages qui est une réécriture d'un conte. Donc c'est un livre que je t'avais pas demandé d'écrire ce livre précisément, mais j'avais fait savoir que je recherchais un peu des auteurs prêts à réinterpréter des contes connus, des contes traditionnels européens. Et tu m'as fait la proposition de Pierre et le loup que j'ai validée. Et un an ou deux après, je sais plus trop, tu m'as envoyé le C'est manuscrit ça. de Pierre le chasseur et le loup. Donc je vais déjà te demander pourquoi avoir fait le choix de ce conte parmi tous les contes disponibles et connus en Occident. Ça, comme tu peux imaginer, ça, c'est quelque chose qui remonte de très loin, de l'enfance. C'est vrai, tu m'as parlé de ce projet sur les contes. J'avais un petit peu réfléchi et puis m'est venu assez rapidement le conte musical de Prokofiev, Pierre et le loup. En fait, j'en ai un souvenir extrêmement marqué, extrêmement fort. Je me souviens à l'époque, mes parents avaient acheté le vinyle de Pierre et le Loup, qui était raconté par Gérard Philippe. Et la voix, l'histoire, et puis les sonorités, la musique m'avaient complètement, à l'époque, envoûté. Et d'autant plus que, alors c'est étonnant parce que j'ai découvert ce conte russe dans un pays chaud, l'Afrique. J'étais en Côte d'Ivoire à l'époque. Et ça, en fait, la musicalité de ce conte et la voix de Gérard Philippe m'avait accompagné un petit peu aussi à l'époque par comment dire raconter. Il y avait aussi Le Petit Prince. Toute cette ambiance m'avait habité pendant toute cette enfance et m'habite encore. Et ça m'est venu un peu comme ça. Donc et en fait, je me disais que ce conte musical méritait peut-être de faire quelque chose, de développer l'histoire, parce que en fin de compte, c'est une histoire assez courte. Elle est racontée, elle dure je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes quand on la raconte. Et il y avait vraiment, pour moi, enfin, il y avait quelque chose à développer. Il y avait un vrai potentiel d'aventure. Euh, et puis, ce qui est étonnant, je me dis, ce qui m'a énormément marqué, forcément, c'est les instruments, c'est toute l'atmosphère sonore qui est peut-être un peu précurseur de tous les films qu'on peut voir, où la musique est très importante, comme les films, comme toutes les films Sergio Leone, la musique les bandes son de Sergio Leone, euh, ou plus récemment encore certains films ou même John Carpenter par exemple, où la musique est très importante. Et c'est vrai que dans cette histoire, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très, il y avait besoin de développer quelque chose pour moi de très visuel. Et j'étais très emporté par ces sons qui accompagnaient toute cette, toute cette histoire. En plus, le froid, les neiges, ça m'a toujours inspiré. Donc c'est venu un peu comme ça. Et d'autant plus que j'ai toujours écrit en musique avec une bande son, souvent une musique de film. Quand j'écris un roman, j'ai toujours quelque chose qui m'accompagne. Incursion, par exemple, c'était Blade Runner. Donc voilà, ça m'est venu un peu comme ça. Voilà. Oui, surtout que pour raconter un peu l'histoire de Pierre et le loup, on a une petite explication aussi dans le roman pour ceux qui connaissent pas ou qui connaissent pas très bien. Notamment un public jeunesse qui n'aurait pas encore été formé. C'était souvent un conte qui est lu quand on est jeune et qu'on apprend le solfège, parce que à la base, c'était l'intérêt aussi de ce conte musical, c'était d'apprendre à repérer les notes, à reconnaître les instruments. Et on a effectivement on croise des animaux, des personnages comme le chasseur, on a le canard, et Pierre aussi. Et à chaque fois, ils sont incarnés, représentés par un animal.
qui va être leur voix. Donc c'est une histoire en musique. Et quand on connaît le conte, on peut se raconter en écoutant juste la musique, l'histoire. Et, euh, et voilà, donc pour un peu Pierre et le loup. Donc combien de temps, toi ton idée ça a été de changer un peu le rôle notamment du chasseur dans l'histoire et aussi du loup, C'est-à-dire sans trop en révéler. oui, oui, le chasseur pour moi, c'est vrai. En fait, quand on connaît l'histoire de Pierre et le loup, on a déjà des archétypes en place de héros, de protagonistes, de comment une créature, le grand loup gris qui sort du bois. Euh, et donc, je me dis, il y avait vraiment quelque chose. Alors, il y a aussi autre chose aussi qui m'a donné cette idée de poser une ambiance, c'est que j'étais extrêmement influencé par mes quelques voyages en Bulgarie, parce que ma compagne est bulgare, et surtout que j'ai visité un village qui est absolument fascinant, euh, qui m'a rappelé un peu ce conte, où c'est un village dans les montagnes qui est resté très très typique, hein, où il y a un côté très, on va dire, les Carpates, et je trouvais que l'ambiance y prêtait parfaitement, d'autant quand j'avais visité ce village, il restait encore un petit peu de neige, et en fait, c'est venu aussi un peu comme ça, c'est par ce voyage, je me suis dit, mais là, il y a vraiment quelque chose, ça m'a titillé sur l'histoire de Pierre Leloup. Donc il y a ça aussi qui a été un élément déclencheur. Il y avait l'enfance et puis ce village très très particulier avec ses ambiances architecturales de lumière un peu grise, un peu triste, mais un peu médiévale, un peu vampirique, où on sentait une présence un peu maléfique qui est représentée par le loup, dont j'ai exagéré dans l'histoire, hein, finalement, où le loup finalement est un loup extrêmement qui vient à une certaine période, je vais pas trop raconter, mais qui vient dans des périodes de très grand froid, tous les siècles. Donc voilà, j'ai voulu un petit peu développer les personnages qui sont dans Pierre le Loup, les grandir, les rendre plus importants, avec un loup beaucoup plus présent, beaucoup plus méchant, avec un grand-père chasseur très présent, qui a vraiment une figure, et puis d'autres personnages, d'autres événements que je vais raconter, enfin, un peu en parler un peu tout à l'heure, et notamment, mais ça on en parlera tout à l'heure, un personnage important, Baba Vanga, mais j'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure. Donc oui, c'est justement, comme tu dis, même si c'est un conte russe, c'est plutôt allé, donc on est toujours à l'est, mais on est plutôt du côté bulgare. Et donc on reprend à la fois des personnages de Pierre et le loup, une partie de son intrigue, donc on est dans une histoire de loup qui effraie le village et que l'enfant Pierre voudrait chasser tout seul comme un grand. Donc ça, on retrouve ces motifs-là, mais avec des conclusions un peu différentes. Et tu as aussi repris donc des aspects traditionnels de la Bulgarie, dont le personnage de Baba Vanga. Alors Baba Vanga, on l'appelle la Nostradamus des Balkans. Alors c'est un personnage qui a réellement existé et qui en fait, quand elle était petite, elle a perdu la vue lors d'une tempête de sable, je crois. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose en elle. Elle a commencé à avoir des visions tellement importantes que, on va dire, tous les politiques bulgares et même russes d'ailleurs. Je crois qu'il y a Brejnev qui était venu la voir, qui venait régulièrement la voir pour avoir ses avis. Donc, on a aussi des personnalités russes importantes qui sont venues la voir. Et elle a prédit des choses incroyables. Elle a vu le 11 septembre. Elle a parlé d'aigles de fer qui tombaient du ciel. Elle a eu la vision d'un président noir américain, le 44e président américain serait noir, et ben c'est Barack Obama. Elle a vu les tsunamis, au Japon de 2011. Elle a prédit tout un tas de choses comme ça. Et du coup, j'ai voulu introduire ce personnage mystique, mystérieux,
qui a donc vraiment existé. En plus, quand on regarde les photos de Baba Vanga, elle a un côté un peu effrayant, qui est parfait pour ce genre d'histoire à frisson. Et elle a aussi également prédit qu'elle se réincarnerait par une petite fille qui aurait aussi des visions, qui aurait une dizaine d'années. Bon voilà, je ne vais pas en dire plus, mais je me dis c'était vraiment un moyen d'apporter un élément et d'enrichir l'histoire par la présence de ce personnage qui va apporter vraiment, on va dire, comment dire, du mystère. Et aussi, on comprendra certaines choses sur la fin, mais je ne veux pas trop en parler, c'est difficile, hein, parce que on pourrait très vite spoiler. Donc, il y avait ce personnage de Baba Vanga. Autre chose aussi, parce que dans le conte de Pierre le Loup, on a l'histoire du chat, on a l'histoire du canard, de l'oiseau. Oui. Mais là, il y a un côté, je me dis, mais comment introduire ça sans tomber dans le côté enfantin, sans tomber dans le côté trop fantastique, parce que toute l'histoire est racontée. Donc il y a cette atmosphère du fantastique, il y a des couleurs du fantastique, mais ça reste toujours assez crédible. On reste toujours dans une certain réalisme. Je voulais pas tomber non plus dans le roman trop d'enfance. Donc là, c'est pareil, je peux pas trop en dire, mais j'ai trouvé une astuce pour pouvoir introduire le canard et l'oiseau, qui sont des éléments en fait de l'histoire de Pierre Loup, parce que si je parle que de Pierre du Loup et du chasseur, ouais, bah oui, ça pourrait être aussi notre histoire. Mais quand même, l'histoire du canard, de l'oiseau par exemple, c'est des éléments extrêmement importants dans Pierre et le Loup. Ben, j'ai trouvé une astuce et qui va apporter finalement énormément de choses à l'histoire, notamment dans le dénouement. Et puis il y avait une dernière chose aussi, encore, pour apporter, on va dire, un fond et une tension à l'histoire, en plus de ce loup, qui sera accompagné par une meute de loups. Il faut savoir que la Bulgarie, donc il y avait Baba Vanga, on avait la Bulgarie, pour la Bulgarie. Il y avait également, il faut savoir que la Bulgarie a été sous le joug ottoman pendant 500 ans. Le joug ottoman, donc j'ai introduit on va dire un ennemi turc dans l'histoire pour apporter encore un côté beaucoup plus aventureux, frais, côté fresque un petit peu à l'histoire, un panorama plus, on va dire, plus avec plus de danger, des choses comme ça. En fait, tout ça pour dire que finalement, la Bulgarie se prêtait complètement à l'histoire, de par ses liens, de ses influences avec la Russie, entre autres. Et puis la proximité aussi de l'Empire turc. Et puis il y a ce côté aussi qui résonne encore aujourd'hui, qui est encore très actuel, qui pose des questions, sans vouloir faire non plus, on va dire, de politique, mais je trouvais qu'il y avait une résonance très contemporaine à vouloir réactualiser le conte de Pierre le Loup par cette histoire. Voilà. Et ces éléments que j'ai apportés pour enrichir cette aventure. Et voilà. Et donc effectivement, il y a aussi un petit côté historique qui est intéressant, parce que c'est vrai que la Bulgarie, c'est pas un pays qu'on connaît spécialement. Donc ça nous permet aussi de voir un peu ce qui s'est passé dans ce pays ces derniers siècles, rapidement bien sûr, mais c'est effectivement, enfin, on voit effectivement plusieurs civilisations et des conflits, on va dire, civilisationnels qui ont lieu à ce moment-là. Une autre question, du coup, enfin, là, c'est plus une question par rapport à l'écriture. Donc, tu as choisi un conte où le personnage principal porte ton prénom. Donc, est-ce que c'est une expérience particulière d'écrire un personnage qui porte son prénom en tant qu'auteur? Non, pas du tout. En fait, Pierre en bulgare, c'est Pétard, on dit Pétard. Voilà. Mais non, en fait, non, j'ai complètement occulté ça parce que c'est un hasard. Hein, il s'appellerait Dimitri. Voilà,
Donc j'ai pas choisi ça par rapport à mon prénom, c'est vraiment un pur hasard. Donc voilà. Alors je précise quand même, je parle de l'Empire turc. Dans l'histoire, ça reste, comme tu le disais très justement, euh, je rentre pas dans les détails, hein, ça reste pas un roman lourd, ça reste un roman jeunesse, donc il peut être lu à partir de 9-10 ans et aussi pour les plus grands. Voilà, c'est pas quelque chose de lourd, je suis pas dans l'historique. Non, non, c'est vraiment, elle est là pour apporter de la couleur, des ambiances, de l'aventure, mais j'ai pas voulu rentrer dans quelque chose d'historiquement très détaillé. Non, non, c'est vraiment suggéré et ça a quand même une raison parce que ça, c'est pas juste apporté comme ça pour dire voilà, on apporte ces éléments pour gonfler l'histoire. Il y a une vraie résonance et on comprend quand on lit l'histoire, surtout à partir de la deuxième moitié du roman. Oui, il n'y a Et pas puis, de recherche de moralité particulière avec ces thèmes, c'est vraiment pour l'aventure et pour l'intrigue. effectivement, enfin, moi, quand j'écris une histoire, je suis pas là j'ai pas envie de passer forcément un message. Je me considère plus comme un raconteur d'histoire. Je veux que les gens qui lisent mes livres passent un bon moment, puissent oublier un peu un quotidien pas toujours simple, surtout en ce moment, puissent vraiment s'évader, quoi. Et il y a aussi autre chose, mais là je te laisserai en parler, c'est que le roman est aussi illustré. Et ça apporte et c'était d'ailleurs ton idée. D'ailleurs, le roman initialement devait sortir pour les Imaginales l'année dernière, et puis il y a eu le confinement, donc ça nous a laissé un petit peu de temps pour pouvoir un peu peaufiner l'histoire et apporter ce petit supplément. Donc c'était ton idée, et je te laisse peut-être plus en parler. Oui, exactement. Donc, le livre était prêt depuis un an. En réalité, on devait le sortir au printemps dernier. Quand il y a eu le premier confinement et les annulations, j'ai préféré repousser parce que je pense qu'un roman, c'est toujours mieux de pouvoir le sortir en salon. Bon, malheureusement, un an après, on n'est toujours pas plus avancé, mais en attendant, comme je t'avais dit, qu'il fallait se préparer à sans doute le sortir sans événement tout de suite. Je me suis dit que c'était plus intéressant de l'améliorer, enfin de l'augmenter avec des illustrations pour aussi donner aussi plus envie aux lecteurs avec d'autres illustrations puisqu'ils ne pourront pas découvrir le livre en direct. Donc là j'en ai partagé une sur la page des Luciférines et on en a encore trois que je montrerai au fil des jours qui vont passer pour accompagner la sortie. Et donc, il faut parler de l'illustratrice, c'est Jinko. Little Jinko aussi, de son nom d'artiste. Donc, il a fait également la couverture, hein, qui est vraiment sublime. Et donc voilà, on en avait parlé un petit peu. Je voulais vraiment travailler avec elle, même si c'est pas toujours simple parce que les délais c'est compliqué avec elle. Mais elle a un talent fou et elle avait déjà illustré un des précédents recueils de nouvelles qui s'appelait justement Le Repère de loup. C'était une réécriture pareille du Petit Chaperon Rouge. Et elle a fait un travail, je trouve, formidable. Mais par contre, il faut être patient. Mais bon, le travail est là et le résultat est chouette, quoi. Donc, voilà. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment une belle couverture et qui donne bien l'ambiance générale du roman. Donc un roman avec du fantastique, avec un peu de frisson mais pas trop, et avec beaucoup d'aventure aussi. Donc quelque chose qui est abordable, je dirais, dès l'âge de 9-10 ans pour les lecteurs, pour les lecteurs habitués, et qui peut se lire à tous les âges pour une lecture sans trop de prise de tête et avec à la fois des découvertes et puis de l'évasion. Est-ce que l'écriture de ce roman a été difficile? Est-ce qu'elle a été simple? Comment ça s'est passé pour toi? Déjà, il y a toujours un petit peu l'angoisse qu'on connaît tous quand on est auteur, c'est démarrer une histoire. Et comme tu le sais, bon, je m'essaye à plusieurs genres, comme du polar, du fantastique, de la fantasy, de la SF. Et je peux très bien écrire pour la jeunesse, comme pour les plus grands. Je dois dire qu'au début, j'étais un petit peu. Quand je commence un roman, j'aime bien travailler avant sur un découpage pour savoir où je vais et pas me retrouver à la moitié du roman à me dire mais j'ai fait n'importe quoi, ça va nulle part.
Et en général, je découpe toute l'histoire. Je sais pas si c'est 30 chapitres, et ben j'ai fait ce travail-là. Mais là, étonnamment, j'ai fait sur les premiers chapitres, et puis je me suis arrêté au bout d'un tiers, et je me suis dit bon allez, je vais démarrer l'histoire, je sais pas trop où je vais. Et la suite s'est construite au fur et à mesure. Et en fait, ça s'est bien passé finalement. C'est la première fois que je travaille comme ça, où je ne sais pas où je vais aller sur les deux tiers du roman qui suit. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Et après, est-ce que ça a été compliqué? Non, finalement, ça allait assez vite. Même si avec le temps, je ne sais pas si c'est l'âge, j'ai tendance à être un peu plus lent à l'écriture, parce que je passe beaucoup de temps à relire, je pose beaucoup plus de questions. Mais après, à part ça, il n'y a pas eu de plus de difficultés que ça, si ce n'est que je suis toujours assez lent dans l'écriture, c'est jamais plus d'une page par jour, parce que je me relis beaucoup, et puis, non, voilà. Et donc, parmi, dans Pierre et le loup, on croise plusieurs, enfin, Pierre le chasseur et le loup, on croise plusieurs personnages. Est-ce qu'il y en a un Oui. qui a une préférence ou une inspiration particulière parmi tous ces personnages que l'on rencontre? Alors effectivement, comme tu dis, il y a pas mal de personnages, notamment il y a d'autres chasseurs. Certains personnages ont été un peu plus développés, mais enfin moi, le personnage peut-être qui m'a le plus, on va dire, je suis peut-être le plus identifié. C'est pas tellement Pierre finalement, Mm. c'est le grand-père. Je sais pas pourquoi, il avait quelque chose. C'est quand même un personnage central dans l'histoire. Hein. Il joue un rôle assez important. Euh, Après, j'ai bien aimé le personnage de Baba Vanga. Euh, je ne vais pas trop en parler parce que on va le découvrir. C'est pas forcément ce qu'on imagine, mais ouais, je crois qu'il y avait quelque chose d'assez mystérieux en elle que j'ai là du coup que j'ai un petit peu que j'ai complètement développé, hein, son côté un peu mystique qu'on voit dans quand on regarde ce que je disais tout à l'heure, c'est que si les gens qui écoutent font un petit peu de recherche, quand ils vont tomber sur les photos de Baba Vanga, c'est vrai qu'il y a un côté un peu comme ça, un peu flippant, avec son regard vide, blanc. Et ça, du coup, je l'ai vraiment développé. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et un peu toute son histoire derrière. Mais ouais, non. Pour moi, le personnage du grand-père est un personnage pour moi peut-être qui m'a le plus touché, quoi. Et aussi, donc, on a un autre personnage, on va dire, qui est central, c'est le loup. Donc, notamment la figure un peu du loup dans un récit. Justement, tu avais parlé d'une réécriture du petit chaperon rouge, donc c'est un animal que tu as déjà utilisé. Est-ce qu'il y a un Oui. intérêt particulier pour la figure du loup dans le récit ou pour le loup en tant qu'animal tout court? Enfin, quelle est ta relation au loup? Alors le loup, ça symbolise un petit peu plusieurs choses. Nos peurs d'enfance aussi, c'est un peu symbolique. Et puis ça reste un monstre, ça reste un animal. C'est un animal sauvage, mais qui en même temps euh, reste encore un animal assez mystérieux, où on a tous ces peurs encore. On le voit avec l'introduction du loup en France qui revient. Il y a encore des peurs un peu ancestrales, un peu, on va dire, irrationnelles dessus. Donc, ouais, enfin, j'ai pas on va dire, une passion spécifique pour le loup, hein. Mais ça rejoint tout ça. C'est le monstre, c'est la créature qui fait peur quand on est petit. On dit ah si t'es pas sage, le loup viendra te manger, t'emporter. Euh, et puis oui, c'est ça. Je pense qu'il y a de ça. Et on retrouve dans beaucoup de contes également. Hein, le loup est très présent. Oui, c'est une symbolique qui est forte. Mais j'ai pas. C'est vrai que c'est revenu avec l'histoire du petit chaperon rouge, mais après, voilà, j'ai écrit d'autres histoires où il n'y a pas de loup, hein. Il y a d'autres créatures, mais c'est un peu un hasard, mais bon. C'est jamais complètement hasard, hein. Quand les choses viennent de
de soi, il y a forcément quelque chose qui revient de l'enfance. Et mais d'ailleurs, tu le vois dans à peu près tous mes textes, dans beaucoup de mes textes, je puise beaucoup dans ces souvenirs-là parce que ça, c'est quand même bon, comme tu sais, j'ai vécu en Mauritanie, en Côte d'Ivoire. Ce sont des vies particulières qui sont fortes en souvenirs. C'est des autres mondes. C'est presque des paradigmes. Euh, Quand je suis revenu en France, ça a été pour moi. Ouais, je me dis, mais j'ai l'impression d'arriver sur une autre planète, quoi. Ça a été un peu un choc. Je me suis réfugié dans l'écriture et forcément, quand on se réfugie, il y a un côté un petit peu, on se rappelle des choses qui nous ont emporté de la chaleur, du bonheur. Bah, c'est l'enfance. Et j'ai eu de la chance, et ça c'est important, parce que tout le monde n'a pas cette chance-là d'avoir une enfance douce, des parents formidables. Voilà. Donc il y a cette petite nostalgie qui est toujours comme ça en musique, en moi, qui revient toujours dans mes écrits. Donc, je pense avoir fait un peu le tour des questions autour du roman. Est-ce que tu as une autre question, comme je t'avais demandé des réécritures de contes et que tu as dû choisir, est-ce que tu avais hésité avec d'autres contes ou vraiment c'est le seul qui s'est imposé? Ça m'est venu très vite. Non, j'ai pas eu d'autres idées de contes. Non, parce que quand j'ai pensé à Pierre Leloup, tout de suite j'ai repensé à la musique, à l'histoire, à cette voix de Gérard Philippe. Et alors, étonnamment, comme je te disais, quand j'écris un roman, une nouvelle, je suis accompagné d'une musique qui exaspère d'ailleurs mes proches parce que ça passe en boucle. C'est vrai que c'est un peu chiant. Donc, je mets mon casque et comme ça, je suis tranquille. Et là, alors là, j'ai pas mis en boucle Pierre Leloup. Ça aurait été très compliqué. Même les instrumentations, c'était pas adapté. Je me souviens, je passais en boucle la musique du film Le Revenant. Je sais pas si tu connais ce film avec Leonardo DiCaprio et ça se passe justement, c'est des moments compliqués. Ça se passe dans le froid, il neige, l'hiver, et puis il y a cet ours finalement, il se fait attaquer par un ours à un moment donné qui pourrait être le loup. Mais il y a une atmosphère dans ce film, il y a une musique où j'ai retrouvé ces couleurs qui correspondaient à ce que je me faisais moi du roman de Pierre le, de Pierre le chasseur et le loup. Donc voilà. Voilà. Donc, si jamais il y a des questions parmi les gens qui regardent le live, n'hésitez pas à les écrire, hein, on vous lira et on vous répondra. Je crois que j'ai à peu près fait le tour des questions me concernant. Est-ce que Pierre, tu as quelque chose à ajouter encore pour conclure ou pas? Non, si ce n'est que je dirais aux gens qui nous regardent, nous écoutent, laissez-vous tenter par la curiosité. Je pense que ce sera un petit moment, un bon petit moment d'évasion. Et encore une fois, même si c'est un roman jeunesse, c'est c'est avant tout un roman d'aventure qui se lit facilement, qui est pour le coup très dépaysant. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de romans d'histoire que raconter tout ça, ce qui se passe en Bulgarie. Et de mémoire, il n'y a pas eu tellement non plus d'adaptation, de réécriture du conte de Pierre Leloup. J'ai pas l'impression. Donc là, du coup, c'est une vraie nouveauté. C'est pas un roman encore de vampire, etc. Là, on est sur quelque chose de très différent. Et puis oui, autre chose. Je pense que dans la genèse du livre, même si c'est des univers très différents, j'étais très marqué par la série Games of Thrones, par les marcheurs blancs, la barrière de glace, le froid. Euh, et, euh, et d'ailleurs, je crois que dans Games of Thrones, les marcheurs en fait reviennent quand il fait extrêmement froid, une période très très froide, qui a lieu, je sais plus dans le roman, je sais plus si c'était tous les siècles ou tous les 1000 ans. Et j'ai introduit un petit peu ça aussi, hein, avec le loup. Donc voilà. Donc effectivement, quand j'écris, je suis influencé par beaucoup de choses. J'adore le cinéma, j'adore les films, et forcément, je me laisse imprégner par tout ce que j'ai pu voir.
Voilà. Donc actuellement, le livre donc, est disponible à la précommande sur le site des éditions Luciférine. Donc pour les préventes, comme ça arrangé avec Pierre, il y aura des dédicaces. Hein, on a 15 jours, donc 15 jours de prévente. Après, le livre va arriver bientôt, hein, je pense d'ici 15 jours normalement, puisqu'il est déjà à l'impression actuellement. J'ai pas encore les dates précises, mais à la fin du mois, normalement, c'est bon. Et donc voilà, vous recevrez donc toutes ceux qui commandent avant qu'on reçoive les livres pourront avoir une dédicace de Pierre. Et donc voilà, c'est un livre qui s'adresse un peu à toute la famille, entre guillemets, donc de 9 ans à l'âge que vous souhaitez. Donc pour un peu que vous ayez envie d'une lecture divertissante, de découverte, d'aventure, et puis un petit peu de frissons dans les neiges, mais sans non plus monstre si terrifiant que ça, puisqu'on va découvrir aussi un peu le loup et ses secrets, n'est-ce pas? Exactement. Donc il y a rien d'horrifique, mais voilà, il y a du suspense, un peu de frisson, comme tu disais. Hein. Voilà, du roman d'aventure. Voilà. Donc merci Pierre pour cette présentation. Merci à ceux qui sont venus assister au live que je vais sans doute rediffuser plus tard parce que je pensais qu'il sera en direct sur Facebook, mais visiblement il y a un petit raté de ce côté, mais c'est pas grave, on va le rediffuser, il y aura pas de souci. Et n'hésitez pas donc à vous connecter sur le site des éditions Luciférine pour voir le livre, la couverture, le résumé et éventuellement le commander. Donc surtout en ce moment, hein, les préventes c'est assez important pour nous parce que malheureusement on peut pas vous le présenter en vrai, donc on le sort quand même. C'est notre sortie du printemps. Et puis je vous dis à bientôt à tout le monde, puis de bonnes lectures aussi. À bientôt. Merci Barbara. Merci.